Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, CPI, audience de mise en état du 17 février 2016. Actualité en Syrie, actualité en Grèce et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la CPI. Retour sur l'audience de mise en état du 17 février 2016. Alors il y a plusieurs points abordés par l'accusation ici. Le premier, et me semble-t-il le plus facile à aborder, c'est la question de ce qui est versé comme preuve. Nous comprenons que seules les portions d'un élément utilisées, les portions qui ont été utilisées par la partie sont considérées comme soumises, c'est-à-dire portées au dossier, et non tout l'élément. Ainsi, si la partie utilise un extrait d'une vidéo, c'est seulement cet extrait qui est soumis. Et de la même manière, seuls les paragraphes des déclarations antérieures des témoins cités en audience sont considérés comme soumis. Il nous semble que, de ce point de vue-là, les choses sont claires. Alors maintenant, pour revenir au point principal abordé par l'accusation. Il y a eu deux aspects. Premier aspect, notamment lorsqu'il a été question de l'exemple de la vidéo, c'est la question des 24 heures qui a été réabordée. Je ne vais pas m'étendre, mais je voudrais néanmoins préciser, parce que c'est important, que quand la défense peut, elle divulgue ces éléments bien avant. Ainsi, pour P547 et P442, comme d'ailleurs l'avait fait la défense de Charles Bégoudet, la défense de Laurent Gbagbo a divulgué ces éléments plusieurs jours en avance. Quand elle le peut, elle le fait. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un contre-interrogatoire ? Contre-interrogatoire, ce n'est pas un exercice statique. C'est une adaptation à quelque chose qu'on entend, quelque chose d'évolutif. Nécessairement, pour que les droits de la défense soient respectés, il faut que la défense puisse réagir. Et elle réagit au fur et à mesure. Donc les pièces à choisir se décident au fur et à mesure de l'interrogatoire. C'est bien clair. D'où ce que je disais tout à l'heure sur les 24 heures qui nous semble un délai tout à fait utile, acceptable, efficace et qui peut préserver les droits de la défense, notamment le droit à réagir. La question ici, le procureur a soulevé le fait qu'on avait envoyé un élément, la veille à 18h, ce qui est tout à fait vrai, pour deux raisons en réalité. Il y avait une question d'adaptation à ce qui avait été dit juste avant, et puis il y avait aussi une question qu'il avait sauté, pour vous dire les choses de la liste. Mon point ici, c'est simplement de dire que pour que les choses se passent bien, il me semble que votre chambre doit accorder aux parties une certaine marge de manœuvre, sous votre contrôle bien entendu. Et si cet élément s'avère utile, il n'y a aucune raison de le rejeter. Rien n'empêche la partie appelante, ici l'accusation, de soulever ce point et de vous dire on l'a reçu à 18h. D'ailleurs, c'est ce que l'accusation avait commencé à faire, mais elle n'en a pas tiré de conclusion particulière. Et à ce moment-là, il peut y avoir une discussion et votre chambre décide. Et je suppose que si votre chambre considère que cet élément est utile pour éclairer les choses, pour vous donner des informations, eh bien elle le retiendra. Parce que ce qui est important ici, c'est la vérité. Tout ce qui concourt à montrer la vérité. Donc il faut une marge de manœuvre. Cela dit, il faut des règles. Nous sommes bien d'accord. Ça, c'est un. Alors maintenant, plus précisément, sur ce que le procureur appelle l'absence de base factuelle. Absence de base factuelle à ce qui servirait à montrer un élément au témoin. Là encore, il faut donner aux parties une certaine marge de manœuvre, sous le contrôle de la Chambre, parce que cela peut être utile à la manifestation de la vérité. Nous sommes là pour que la vérité se manifeste. Par conséquent, la défense estime qu'aucune règle a priori ne saurait être posée et que la question doit se résoudre au cas par cas. Si l'on prend la question de la vidéo,
et vous l'aviez d'ailleurs, je crois, tout à fait remarqué, Monsieur le Président, vous-même, il y avait un lien évident entre ce qui avait été discuté, entre le témoin et le contre-interrogateur, et les événements qui étaient racontés par le témoin. Tout ça pour dire qu'il est important, à mon avis, que votre Chambre conserve une marge d'appréciation. Il ne faut pas être réduit, restreint, contraint par des règles trop strictes, parce qu'à ce moment-là, la vérité disparaît. Il faut pouvoir la saisir quand elle pointe le bout de son nez, si je puis dire. Sinon, on n'arrivera à rien du tout. Ça n'empêche pas qu'il faut des règles, mais il faut que vous puissiez laisser aller les choses quand on sent qu'il y a quelque chose qui nous intéresse, qu'il y a une forme de vérité qui se manifeste. Par conséquent, il convient, à notre sens, de donner une marge de flexibilité aux parties afin qu'elles puissent utiliser, quand besoin est, et sous votre contrôle, des éléments de preuve qui ont un lien évident et qui permettent de tester le récit du témoin, qui ont un lien évident avec le récit du témoin et qui permettent de tester, de vérifier le récit du témoin et de tester la crédibilité de ses propos. Encore une fois, c'est une condition pour que la vérité émerge. Mon point ici, c'est qu'il est important que votre Chambre contrôle ce qui se passe, de manière à laisser, quand besoin est, une marge de manœuvre aux parties qui interrogent ou contre-interrogent. C'est une affaire trop importante, et vous l'avez rappelé au tout début du procès, Monsieur le Président, c'est une affaire trop importante pour que l'on refuse de voir ce qui est devant nous au motif qu'il y aurait des contraintes formelles. Nous devons aller chercher la vérité. Tout de suite, actualité en Syrie. Monsieur le docteur Dori, monsieur le docteur, alors vous avez évoqué tout à l'heure, il paraît que l'Arabie Saoudite cherche surtout à compenser en effet ses échecs successifs, non seulement concernant dans le dossier syrien, mais aussi en effet au niveau régional, en annonçant cette nouvelle controversée. Ceci étant dit, alors est-ce que cette décision permettrait au régime de Riyad, en effet, de garder en quelque sorte la face, alors que justement ce régime se trouve de plus en plus, comme le disait M. Vernochet, isolé et dans l'impasse. Je pense que si l'on constate la question d'un autre point de vue, je pense que si l'Arabie Saoudite s'engage dans une guerre en Syrie, il y aura des avantages pour le front de la résistance. Vous savez, tout d'abord, je dois dire qu'une partie des Syriens qui est restée peut-être indifférente en raison de leur haine, de leur colère face à l'Arabie Saoudite, et cette partie des Syriens vont rejoindre en effet les partisans du gouvernement d'Assad. Et une grande coalition sera formée sous le leadership d'Assad à l'encontre de l'Arabie. C'est un avantage. Un autre avantage, c'est que lorsque l'Arabie Saoudite et la Turquie s'engagent dans une guerre contre la Syrie, effectivement, je pense que la Russie trouvera une opportunité pour se venger de la Turquie qui a abattu il y a quelques mois un avion de chasse russe. En tout cas, les Russes, en effet, cherchent une telle occasion. De même, les forces syriennes également, qui savent que c'est l'Arabie Saoudite qui finance et soutient les terroristes, cherchent une opportunité pour, en effet, faire face aux forces saoudiennes. Je dois dire que toute intervention militaire de l'Arabie Saoudite en Syrie, ce sera totalement un échec politique et militaire pour les Saoudiens.
D'autre part, un autre avantage d'une intervention militaire saoudienne, c'est que l'Arabie saoudite sera affaiblie sur le front du Yémen. Vous savez, en 2015, l'Arabie saoudite a dépensé 100 milliards de dollars pour la guerre contre les Yéménites. Si l'Arabie saoudite s'engage dans une nouvelle guerre, elle doit dépenser 2 fois plus. Et c'est alors que l'Arabie saoudite est confrontée à un déficit budgétaire. Le prix du brut également a baissé. Je pense que l'Arabie saoudite se trouve devant une impasse et elle a des limites pour déclencher une guerre contre le Yémen. Une offensive contre la Syrie aura beaucoup de retombées négatives pour Riyad. Si l'Arabie saoudite lance une guerre contre la Syrie, les Yéménites, en effet, seront apaisés. Cela fait maintenant des mois que les Yéménites souffrent de la guerre. Merci encore, monsieur le docteur, pour ces précisions. Restez avec nous sur ce plateau. Merci à vous. On marque une courte pause. Retour au plateau dans un instant. Tout de suite, actualité en Grèce. Les États-Unis seraient-ils en train de saisir les matières premières grecques? Les immenses gisements de pétrole et de gaz naturels, ainsi que les mines d'or, d'uranium, d'osmium et d'autres minerais rares, de même que quelques-unes des 6000 îles qui étaient jusqu'à maintenant propriété d'État de la Grèce, sont en vente. L'Amérique met tout en œuvre pour se réserver la part du lion. Le groupe énergétique texan Nobel Energy, un des plus grands producteurs aux États-Unis de pétrole et de gaz, a des projets d'exploitation dans la Méditerranée et aurait déjà commencé les forages dans les eaux grecques. Il exigerait maintenant pour lui-même 60% des droits d'extraction. L'ancienne secrétaire d'État des États-Unis, Mme Clinton, s'est rendue plusieurs fois à Athènes pour assurer les droits d'acquisition américains sur les gisements dans la Méditerranée. En mars 2015 déjà, le ministre grec de la Défense, Panos Kamenos, a indiqué dans une interview qu'il misait sur la coopération américaine concernant les gisements de pétrole grec. Victoria Nuland, la directrice du département européen du ministère des Affaires étrangères américain, a apparemment aussi rencontré le Premier ministre Tsipras ainsi que des représentants du gouvernement en mars. Les États-Unis sont inquiets à cause de la crise financière en Grèce, a-t-elle dit. L'expert financier Dirk Müller voit ici aussi la même raison pour l'ingérence américaine dans les affaires de la Grèce. Il s'agit des gigantesques gisements de pétrole et d'une campagne de déstabilisation. Nous vous remercions pour votre attention. Et pour finir, actualité en France. Les États-Unis considèrent avoir le droit d'imposer leurs règles partout dans le monde. En 2014 et 2015, ce sont près de 15 milliards de dollars d'amendes qui ont été infligées à des entreprises françaises. Ce qui signifie que vous, moi, vos auditeurs, payent 3 à 4 milliards d'impôts en plus qui ne sont pas allés au Trésor français, qui sont allés au Trésor américain. L'ouverture inconditionnelle de l'Union européenne touche-t-elle à sa fin? La Hongrie semble avoir ouvert une brèche et le rétablissement des frontières s'impose peu à peu devant l'impuissance de l'Union. Sortie de l'UE, soutien de l'Allemagne, la cacophonie bruxelloise n'en finit plus. Retour sur la possible sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et sur les multiples dérogations dont profitent certains États. Les candidatures en vue de la primaire de la droite et du centre se multiplient comme des petits pains. Ce processus d'investiture peut-il nuire aux Républicains? Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.